Merci à Merci vous. beaucoup, cher professeur, pour cette excellente présentation qui s'aligne avec celle de professeur Asma Mojane sur l'automatisation dans les laboratoires des analyses médicales et comment ils ont fait une grande révolution de la pratique de la biologie médicale au monde et bien sûr ici au Maroc, depuis la phase préanalytique, analytique et post-analytique. Il y a plusieurs solutions sur le marché, y compris celle d'Abbott qu'a professeur Boukhea a présenté. Maintenant, si professeur Hassanal le permet et les orateurs, on va ouvrir le débat s'il y a des questions sur les deux sujets présentés. À vous la parole. Donc, en attendant, je vais, si vous permettez, professeur Boukhea, j'ai une petite question à propos juste de la robotisation des automates de moyen débit. Parce que normalement, de telles robotisations, elle est généralement dédiée pour les grands laboratoires avec un débit qui est très haut. Donc, qu'en est-il des laboratoires, que ce soit privé ou public? Et aussi du fait de connecter non seulement l'immuno et la chimie, mais aussi les automates de NFS, pour l'hémostase aussi, s'il est automatisé, etc. Merci, professeur Marie. C'est une question pertinente. Alors, je commence par la deuxième d'abord. Alors, pour la deuxième question, le middleware dont j'avais parlé, c'est un système informatique qui est connectable non seulement avec les automates de biochimie, il est connectable avec tous les automates de la biologie polyvalente. On peut le connecter sur une chaîne NFS, on peut le connecter sur une chaîne de sérologie, on peut le connecter sur tous les automates. Et il suffit d'avoir ce qu'on appelle la licence, parce que chaque connexion au middleware génère des frais de licence, parce qu'il faut avoir la licence du fournisseur de middleware. Pour votre première question, pour les laboratoires de petit débit, c'est vrai, Abbott et d'autres fournisseurs sur le marché, ils n'optent pas uniquement pour les laboratoires de haut débit. Ils offrent des petits automates qui s'adaptent bien sûr à des laboratoires qui ont un petit débit. D'ailleurs, si on voit les laboratoires dans le secteur privé, ils ont des automates de moyen débit et même de bas débit et qui peuvent faire plusieurs paramètres à la fois. Mais c'est pas avec la même cadence, c'est vrai. Parce que le paramètre cadence, il est très important. C'est le nombre d'heures, le nombre de tests par heure. Ça, c'est très important et ça fait partie des critères de choix d'un automate. Bien sûr, vous allez adapter votre activité, bien sûr, à l'automate. Et bien sûr, il faut avoir toujours en tête les contraintes économiques. Il faut investir, mais l'investissement, ça attend un retour d'investissement. Nous, dans les établissements publics, et je l'avais bien précisé, dans les établissements publics et surtout un hôpital qui draine des milliers de patients, nous sommes obligés d'être au point, d'avoir le dernier cri qui existe sur le marché. Et c'est une exigence vis-à-vis de nous, en tant que biologistes, et vis-à-vis de notre hiérarchie. Ça nous demande d'être au point et d'avoir tout ce qui est le dernier cri. Et heureusement encore pour nous, c'est que comme on a une gestion un peu souple et autonome de l'établissement, on peut se permettre d'acquérir ces automates. Et qu'en est-il du coût test? Alors le coût du test, comme j'avais dit, plus que vous automatisez, plus que vous gagnez sur le prix du test. Ça, c'est sûr, c'est une règle et qui connaît le contraire peut me le dire. Plus que vous réduisez en fait le nombre d'étapes, comme j'avais dit, nous on est passé de 18 étapes à 8 étapes. Donc on a réduit le coût et on a gagné en test. Il y a un autre paramètre qui joue aussi, c'est le conditionnement. Le conditionnement de réactifs. Et Abbott, comme c'est un esprit américain, donc ils ont une culture de big size, il y a une grande taille. Donc vous avez des conditionnements de 1000 tests, de 2000 tests sur le même flacon.
Et plus que vous avez un conditionnement plus élevé, plus que le coût du test revient, le prix de revient, il est encore bas. Il est moins Oui, cher. mais c'est pour les grands laboratoires. Mais Je pour parle les des petits grands laboratoires. ça va être un Mais peu pour les compliqué. petits laboratoires, oui. Et j'avais dit, c'est la règle. Malheureusement, c'est une contrainte qu'il faut gérer plus que le conditionnement est bas, puisque le conditionnement est bas, un flacon de 10 tests, c'est pas un flacon de 1000 tests. Donc, le prix ne sera pas le même, c'est sûr. Et nous, on a opté pour cette grande taille pour avoir un impact positif sur le prix de revient, le prix du test. Et qui dit prix du test dit beaucoup plus de productivité. Bonjour. J'ai une question concernant les erreurs qui peuvent survenir par rapport les erreurs d'automatisme, d'automate par rapport aux erreurs humaines. Est-ce que vous avez des statistiques concernant ça ou non? Puisque vous en parlé de réduction des étapes. Donc, puisqu'on réduit les étapes, est-ce que ça va influencer les erreurs ou non? D'accord. Merci. Alors, tout résultat biologique, comme avait dit ma confrère, est entaché d'erreurs. Mais il y a cette marge d'erreur acceptable et non acceptable. Nous, qu'est-ce qu'on a gagné avec l'automatisation en réduisant au maximum le nombre d'interventions humaines, on a réduit les sources d'erreurs. Et bien sûr, lorsque vous réduisez les sources d'erreurs, le résultat sera moins entaché d'erreurs. Lorsqu'il y avait des manipulations, lorsqu'on était dans l'ère, moi je suis passé par là, dans l'ère de la manipulation humaine, bien sûr, un simple pipetage est entaché d'erreurs. Un simple pipetage, si votre pipette n'est pas calibrée, il peut y avoir d'erreurs. Alors que pour les automates, sur l'automate, il y a la sonde de prélèvement qui est lavée entre deux échantillons, donc il n'y a pas de source de contamination. Elle est lavée et bien sûr, elle est calibrée et le principe de prélèvement, c'est un principe de technologie très pointu. Le principe de prélèvement, c'est pas un principe comme la pipette, c'est un principe qui utilise les ultrasons. Et ces ultrasons, ça vous permet d'avoir un prélèvement très, très, très précis. Donc plus que vous automatisiez, plus que vous réduisez les sources d'erreurs. Mais n'empêche on aura ce CV, ce coefficient de variation. En fait, ce coefficient de variation, qu'est-ce qu'il présente? Il émane de l'écart type, et l'écart type, bien sûr, il émane des variabilités intra-individuelles et interindividuelles, et dépendant aussi de la technique elle-même et de la manipulation elle-même. Et plus qu'on automatise, plus qu'on réduit ce CV, ce coefficient de variation. J'espère que j'étais clair. Mais vous n'avez pas des statistiques exactes concernant la comparaison entre des Mais on erreurs peut faire, humaines et les automates. Oui, c'est un travail qu'on peut faire. Il faut qu'on revienne à l'ère de la non-automatisation et faire une comparaison. Ça peut faire l'objet d'une étude. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire faire le même test dans les conditions hors automatisation avec automatisation, on peut la mesurer. L'erreur, elle est mesurable, l'erreur. On peut mesurer l'erreur. Il y a maintenant des moyens pour mesurer notre erreur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ces études statistiques. L'écart type, le CV, ça représente des sources d'erreur. On peut faire cette étude. Vous pouvez la mener si vous êtes encore à l'ère de la manipulation humaine. Vous pouvez faire une étude comparative entre ce qui est automatisé et non automatisé. Ce que je voulais dire, ce que je peux rajouter, j'ai oublié de le mentionner, c'est au cours de l'évaluation de votre méthode, il y a une étape très importante, non seulement la précision et l'exactitude des résultats, mais il y a une étape très importante qu'il faut faire, et on a l'intention de le faire, c'est la corrélation des méthodes. Si vous avez un ancien automate et vous avez acquis un nouveau, il faut penser à corréler, surtout si vous voulez garder l'ancien automate.
C'est-à-dire faire une corrélation et calculer ce facteur de corrélation, ce coefficient de corrélation, parce qu'il arrive parfois, vous recevez un échantillon, et selon l'automate disponible, vous le passez sur l'automate 1 ou l'automate nouveau. Et il faut qu'il soit corrélé les résultats. On doit faire confiance, et par conscience scientifique et conscience vis-à-vis de nos patients, normalement, on doit faire cette corrélation. Surtout si on garde l'ancien automate. Faire des études de corrélation, et maintenant, c'est facile à faire. Juste une petite remarque. Moi, j'ai plus ou moins compris les soucis de la dame. Peut-être les soucis, est-ce que l'automate va remplacer le technicien un jour? Oui, c'est ça en fait la question derrière. Puisqu'on parle de l'automatisation, moins d'erreurs, plus de fiabilité, est-ce que ça va remplacer? Non, jamais. À mon avis, jamais. C'est le technicien et tout, parce que qui a en fait inventé ces automates avec ces technologies, c'est l'être humain. En fait, donc le rôle du technicien, ça va être un rôle encore plus valorisé. C'est le rôle de superviser maintenant. C'est pas de techniquer, parce qu'effectivement la technique, si on compare juste un contrôle qualité, faire un contrôle qualité, choisir entre un contrôle qualité prêt à l'emploi ou bien lyophilisé, malgré tous les avantages du lyophilisé, la stabilité et tout, on préfère le prêt à l'emploi pour éviter ces petites erreurs de la reconstitution. D'accord? Donc faire automatiser tout ce qui est basique, tout ce qui peut s'automatiser. Mais le vrai rôle de technicien, c'est de chapeauter, c'est d'interpréter, c'est d'aller plus loin que ça. D'accord? Mais à vrai dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas vraiment des statistiques. Moi, j'ai beaucoup cherché pour la présentation. Il n'y a pas des statistiques qui disent que voilà un tel pourcentage de la réduction d'erreurs en passant à l'automatisation. Ça, c'est pas encore publié. D'accord? C'est juste une petite remarque. Merci. Merci beaucoup, professeur Mojane, pour cette intervention. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, oui, Madame Dehiba. Okay. Madame Dehiba. Madame Dehiba. Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis directrice d'une société d'équipement de laboratoire en charge du développement et de l'innovation. Je reviens à la question de Dr Omari, pertinente et technico-technique, parce qu'on voit aussi le parcours de Sir Omari. Moi, je peux dire que c'est vrai qu'il y a des petits automates qui peuvent avoir une grande performance, une grande cadence, parce qu'on a tendance à réduire la taille des automates et augmenter la cadence et l'efficacité. Je reviens au coût. C'est vrai qu'on a tendance à confondre le coût avec le volume. Et des fois, on dit plus on a de volume, plus le coût va être bas. Pas du tout. Il faut comparer le prix du test. Qui dit prix du test dit volume réactionnel ou volume d'aspiration de la machine. Donc voilà, je voudrais juste insister sur ce côté-là. Il y a le côté automatisation totale. Il existe aujourd'hui sur le marché un TLA. Le TLA, c'est Total Automation Laboratory, où on peut connecter les automates d'hémato, biochimie, immuno sur la même chaîne, avec pré-analytique, post-analytique, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Dehiba. Salam alaikum. Donc, j'ai un petit souci, une petite question à propos du volet environnemental. D'accord? Donc, comme vous savez, il y a un grand souci concernant la désionisation des eaux, d'accord, pour tout ce qui est lavage, etc. Et les effluents liquides, donc l'entrant en amont et en aval. Donc, vous croyez que, à propos de la consommation de l'eau, est-ce qu'il y a une grande, énorme consommation pour les lavages, etc. Est-ce qu'il y a une petite station de pré-traitement pour les effluents liquides avant de les envoyer dans le système ou le réseau commun? Merci. En général,
Ben, le souci, il est là, on peut pas le nier. Il y a un grand, parce que finalement, ce sont des déchets biologiques. Le sang, on peut carrément analyser, faire une analyse basique du récré, alors qu'on sait même pas que le sang, il est contaminé. Il peut porter n'importe quel virus et n'importe quelle bactérie. Donc, le traitement de déchets, oui, il est obligatoire. Je pense que avant de passer, la qualité d'eau déjà cause un problème dans la biochimie. Donc déjà, pour travailler avec un système d'eau, il faut avoir des stations de purification, des osmoseurs, des adoucisseurs pour vraiment filtrer l'eau, pour avoir un eau de bonne qualité, même pour les automates, parce un eau pas de bonne qualité va endommager par la suite avec le temps nos automates. Mais vous parlez du poste, si j'ai bien compris, la question c'est après les deux. Ben, si on parle de notre expérience, de notre laboratoire, nous on travaille toujours avec un système d'eau. Donc on utilise l'eau du château. On travaillait auparavant avec des osmoseurs qui filtrent de l'eau. On a pu découvrir que c'est pas suffisant, ça réduit la durée de vie des résines. Donc on a passé à un système qui utilise également des adoucisseurs qui précèdent les osmoseurs pour augmenter cette longévité de la résine. Donc ça nous a permis de réduire le coût et ça a bien marché. Toujours il y a des petites difficultés avec les partenaires qui utilisent vraiment de l'eau, ça veut dire le BHE, la potentiométrie, donc parce que ça utilise de l'eau, les enzymes, parce que la calibration des enzymes, ça se passe avec de l'eau. Donc on avait toujours des difficultés on l'avait, ça toujours, c'est toujours le cas. Mais quand même, elle a beaucoup d'avantages, le système d'eau. D'accord? Donc, j'ai pas d'expérience avec la chimie sèchement pour dire donc, je travaille toujours depuis avec le système d'eau. La gestion, le traitement de déchets, ça également, oui. Oui, actuellement, on le fait. Il y a un système de traitement de déchets. Oui, on l'est au laboratoire CHU Casablanca. Ça a permis de réduire bien sûr le risque infectieux c'est pas uniquement pour le laboratoire, après pour la population générale, pour l'environnement. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Juste en parallèle des marchés qu'on fait pour nos automates, il y a un marché avec des sociétés qui sont spécialisées dans le traitement des déchets hospitaliers. Et dans les déchets, dans notre laboratoire, chaque activité biologique, bien sûr, il va générer des déchets aussi bien solides que des déchets liquides. Alors, pour les déchets solides, on a trouvé la solution à une société qui va régulièrement, périodiquement, pour récupérer ces déchets. Et bien sûr, il va les trier d'abord. Il y a un tri de déchets, puis après, il va les traiter avant de s'en débarrasser. Pour tout ce qui vient après, ça aussi, ça a été discuté avec ces sociétés et même nos effluents, et ils sont traités avant qu'ils soient renversés. Et d'ailleurs, on a fait, nous, au cours de l'installation, parce que j'avais pas précisé le terme, c'est que lorsque vous pensez installer un nouveau automate, il faut lui préparer l'environnement déjà. Parce que cet automate il sera raccordé à des stations d'eau, bien sûr. Ces stations d'eau avec les adoucisseurs et tout ça, des branchements un peu particuliers, donc même il y a de la plomberie qui intervient. Et puis après, lorsqu'il y a de l'eau qui sort, les déchets liquides qui ressortent de l'automate, il faut penser là où il faut les évacuer. Et l'évacuation, bien sûr, se fait selon les normes qui respectent bien sûr l'environnement. Et c'est des sociétés, maintenant heureusement au Maroc, il y a ces sociétés maintenant qui se sont spécialisées dans ce traitement de déchets hospitaliers. Donc ne vous inquiétez pas, ça vient petit à petit selon les établissements et selon bien sûr on parle établissement privé ou la public, mais les sociétés sont là pour offrir leurs services. Je pense qu'on parlait, parce que si le Omar était avec nous, pour nous, on a un automate de gestion de déchets après utilisation. Oui, on l'a, donc on traite nos déchets. Merci beaucoup. Oui, c'est ça.
Bonjour, donc je vous remercie infiniment pour donc la qualité des présentations, pour la richesse des discussions. C'est très important, c'est très intéressant. Alors donc maintenant donc on a intégré donc ces systèmes et ces technologies nouvelles dans nos laboratoires. Alors par rapport au rythme des calibrations, par rapport au rythme donc des contrôles, les 3 niveaux, est-ce que normalement donc c'est chaque jour on doit les passer? Est-ce que par rapport donc aussi aux maintenances, les maintenances préventives, est-ce que donc c'est périodique, c'est régulier ou bien donc on est tranquille là, l'automate elle est donc de très haute qualité, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Et aussi donc un autre souci, donc celui des calibrations, celui des contrôles avec des valeurs donc qui sortent de la fourchette plus ou moins des écarts types, etc. Est-ce que c'est gérable et réglable avec ce type donc de tomate? Et merci. Alors, la gestion de contrôle, la gestion de calibration, ben, si on commence par la calibration, en général, il y a des paramètres qui se calibrent chaque jour, comme dans le cas de la potentiométrie. Chlore, potassium, sodium, réserve alcaline, c'est automatiquement chaque jour. Le reste, c'est soit à la demande de l'automate, c'est-à-dire à la fin, à la péremption de la calibration, soit là où il y a une erreur de contrôle qualité, on estime que c'est la cause derrière, c'est la calibration. À ce moment-là, on va aller vers la calibration. Mais bien sûr, avant de passer la calibration, on doit éliminer les autres erreurs. On doit vérifier tout ce qui concerne les dates de péremption, tout ce qui concerne les erreurs humaines. Est-ce qu'il n'y a pas un inversement des contrôles? Est-ce qu'on est dans les fourchettes? Est-ce que c'est bien paramétré? Avant de consommer les consommables, on va dire. Donc, pour la calibration, il y a des paramètres qui se calibrent chaque jour et il y a des paramètres qui ont une date de péremption de calibration. On ne change pas, sauf s'il y a demande de l'automate ou bien erreur de contrôle qualité. Maintenant, pour le contrôle qualité, c'est au biologiste de décider. Il doit cerner sa série, bien sûr. Il doit justifier en fonction de beaucoup de choses, en fonction de la cadence, par exemple. Je travaille dans un grand CHU, j'ai 900 000 paramètres à doser par jour, je peux pas passer le contrôle une fois par journée. Donc, je dois cerner ma série et je dois justifier, en fait. Il y a des paramètres, on sait qu'il y a des paramètres qui sont stables. Et il y a des paramètres qui, c'est pas le cas. Donc, il faut prendre ça en considération. Le nombre de niveaux de contrôle, généralement, nous, dans le CHU, on passe 3 niveaux de contrôle. Un niveau pathologique, un niveau moyen, un niveau normal et un niveau bas. Dans les laboratoires de ville, je pense qu'il y a 2 niveaux de contrôle. Donc, ça dépend de cas et ça dépend de situation. Alors, il y a maintenant ce qu'on appelle les études Sigma, si vous êtes au courant de Sigma également. Donc, il y a plusieurs, c'est multiparamétrique, il y a plusieurs choses de prendre en considération et tu peux carrément dire je vais passer un contrôle si je justifie. Je passe le contrôle tous les 1000 tests ou bien tous les 10 000 tests, d'accord? Et c'est valable, c'est justifié. Juste, il faut faire proprement votre étude pour dire voilà, Sigma, ça me permet de passer mon contrôle tous les 5000 tests. Et c'est valable. Donc, c'est le biologiste qui doit juger combien de fois il va passer le contrôle. Et ça, en fonction comme ce que j'ai dit, de ses études, de sa cadence surtout. Il y a des... Oui. Pour résumer, on n'est jamais tranquille dans un laboratoire, même avec l'automatisation. Donc, c'est un souci quotidien. Donc, pour les paramètres, en fait, pour les calibrations, je reviens aux calibrations, il y a vous savez très bien, sur le conditionnement réactif, il y a un code à barre. Ce code à barre, il est très complexe. Il y a même la période de calibration et le délai de calibration dedans. Et l'automate, une fois il lit le code à barre, il va mettre en mémoire à quel moment il faut recalibrer. Et un autre point qu'il ne faut pas oublier, après chaque intervention, que ce soit curative ou préventive, il faut recalibrer. Ça, c'est après chaque intervention, je le répète et je le dis à mes collègues, à mes techniciens, c'est qu'après chaque intervention, que ce soit préventive ou la curative sur l'automate, il faut recalibrer. Parce que lorsque vous faites une intervention, vous changez beaucoup de paramètres.
Même la sonde de prélèvement, l'aiguille de prélèvement, il est un peu dérangé. Donc, il faut repenser à recalibrer après chaque intervention. Pour les interventions sur l'automate, il y a des interventions curatives après certaines pannes, mais il y a aussi un programme préétabli en commun accord avec notre fournisseur qui envoie ces éléments pour faire des interventions préventives à des périodes bien précises. Parfois, il nous dérange. Parfois, il se pointe, on est en train de travailler, même il nous dérange. Je suis venu pour faire l'intervention, il doit attendre qu'on finisse notre série pour qu'il puisse intervenir. Mais selon un programme préétabli. Et lorsque vous achetez un test, en fait, vous achetez le package en totalité. Vous achetez et bien l'intervention, et la maintenance, et le middleware, et même vous achetez le contrôle de qualité avec l'unité maintenant qui est disponible, c'est l'unité URT. L'URT, c'est Unity Real Time qui permet de gérer et de vous comparer avec des pairs et de vous comparer même si vous voulez externaliser votre contrôle de qualité, maintenant c'est disponible. Et il y a cette unité URT qu'on vient d'acquérir, mais ça nécessite un abonnement et ça fait partie du marché. C'est à la charge du fournisseur. Ça dépend de votre CPS. Tout ce que vous mettez sur votre CPS, vous l'aurez. Si vous oubliez un point, donc le fournisseur peut vous dire non. Donc il faut bien exprimer ses besoins dès le début, avant l'acquisition de l'automate. Et je le répète, il faut bien exprimer ses besoins pour que les règles du jeu soient claires entre vous, clients, et entre le fournisseur. Juste une petite remarque concernant la calibration. Juste une petite remarque, et ça, je vais revenir sur la dame derrière. Par exemple, la calibration, surtout la calibration, parfois on a besoin du technicien. Parce que des fois, je trouve que, et ça, on a l'expérience avec nos techniciens, quand on a la déviation dans les 3 niveaux de contrôle. À ce moment-là, je vais aller vers la calibration. Mais des fois, il faut pas aller en excès vers la calibration. Je trouve que l'erreur, elle se trouve au niveau d'un seul niveau de contrôle. À ce moment-là, le technicien, il est vigilant. Il dit que non, c'est pas l'erreur de la calibration. C'est une erreur, il faut recibler, par exemple. Il faut faire un reciblage. Donc, même l'expérience, ça joue un rôle dans la fréquence des calibrations et l'expérience du technicien aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on annonce la fin de la 3e session. On a de la 3e session, la première session de ce jour-là. Donc, on va prendre une pause café. Après, on va reprendre avec la 4e session sur l'approche syndromique dans le diagnostic et la prise en charge des infections. Merci beaucoup.